L'actuelle constitution n'est pas bonne, déclaration du président Félix Tshisekedi lors d'un meeting ce mercredi à Kisangani. Une commission nationale interdisciplinaire sera mise en place l'année prochaine pour modifier l'actuelle constitution. Puis débat autour de la rémunération de 513 députés nationaux au lieu de 500. Quelles sont les sources de ces données? Aussi les réactions au sein de l'Assemblée nationale. Vous allez suivre le détail dans ces journaux. Selon un rapport du FMI publié en avril 2024, l'Afrique subsaharienne héberge 30% de réserves mondiales connues de minéraux critiques, faisant ainsi du continent africain un terrain de lutte géostratégique. C'est la grande édition. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Débutons notre édition avec cet événement majeur qui s'est déroulé dans la province de la Chopo, arrivé ce mercredi 24 octobre à Kisangani par l'aéroport de Bangoka. Rénové, le président Félix Tshisekedi, à lors de son meeting tenu à la place La Poste, déclare que la révision de la Constitution est une nécessité mais pas une urgence. Dans Moumat. Lors de son meeting à la place de la Poste à Kisangani, chef-lieu de la Chopo, ce 24 octobre, le président Félix Tshisekedi a plaidé en faveur d'une révision de la Constitution. Bien que cette initiative ne soit pas urgente, il a souligné qu'elle est cruciale pour adapter le loi aux réalités congolaises. Pour cela, il a annoncé la création d'une commission nationale interdisciplinaire qui s'épanchera sur cette question essentielle dans les buts d'élaborer une constitution plus en phase avec les besoins du peuple. Le président a également évoqué l'importance de l'unité nationale, exprimant sa peine face aux tensions entre Mbolé et l'Angola. Le Congo que je dirige est celui de l'unité. Chaque Congolais est pour moi un frère, un père ou un enfant, a-t-il déclaré. Il a ainsi appelé à la solidarité, affirmant que la division n'ouvre la voie qu'aux ennemis. Il a insisté sur la nécessité d'une communication constructive et d'un dialogue pour prévenir les conflits, précisant que la guerre engendre le mal, la mort et la désolation. Félix Tshisekedi a par ailleurs abordé des enjeux cruciaux tels que l'éducation et la santé. Il a réaffirmé son engagement envers la gratuité de l'enseignement, soulignant l'importance d'investir dans les jeunes pour bâtir un avenir prometteur. Un peuple sans santé et sans éducation demeure dans la pauvreté, d'où la nécessité d'améliorer ces secteurs, a-t-il déclaré. Concernant la santé, il a présenté la politique de couverture santé universelle, visant à garantir l'accès aux soins pour tous les Congolais, quel que soit leur niveau de revenus. Cette initiative a déjà débuté avec la prise en charge des mères et des nouveau-nés, une étape cruciale pour réduire la mortalité maternelle. Le président a également insisté sur la nécessité d'une économie résiliente, appelant à privilégier la production locale pour diminuer la dépendance aux importations. Ce que nous devons acheter à l'étranger, nous allons le produire ici nous-mêmes, a-t-il affirmé, en évoquant des cultures de base telles que le riz, le maïs et le manioc, qui pourrait renforcer l'économie et stabiliser la monnaie nationale. Enfin, Félix Tshisekedi a souligné l'urgence de réviser la Constitution en déclarant qu'elle n'est pas adéquate et qu'elle doit encourager l'action des personnes compétentes. Il a insisté sur la nécessité de corriger les aspects tels que la formation du gouvernement et la validation des mandats parlementaires, ainsi que la cohabitation entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Le président conclut son speech en mettant en garde les opposants qui chercheraient à exploiter la question de la révision constitutionnelle pour s'aimer les chaos dans le pays. Dès Kisangani, envolons-nous pour Rome où se trouve le cardinal Fridolin Ambongo. Ces derniers s'y est exprimé contre la béatification du roi Baudouin, une prise de position surprenante qui pose des questions sur le rôle historique de cet ancien monarque, Patrick Ilunga. Béatifier le roi Baudouin, c'est-à-dire l'élever au rang des saints, c'est l'initiative du pape François. Fin septembre, à l'issue de la messe au stade Roi Baudouin à Bruxelles, le pape François a annoncé ouvrir le procès en béatification du souverain belge, qui est considéré comme l'exemple d'un monarque chrétien. Le souverain pontife avait salué le courage de Baudouin lorsque celui-ci avait choisi, je cite, de quitter son poste de roi pour ne pas signer une loi homicide. En 1992, le roi belge avait abdiqué pendant 36 heures afin de ne pas signer la loi sur la légalisation de l'avortement, un acte salué par François aujourd'hui. Chose inattendue, au cours d'un synode qui se tient actuellement sur l'avenir de l'Église, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, exprime une réserve à l'initiative du pape François. Le cardinal congolais explique pourquoi. On va fouiller dans le passé pour voir qu'est-ce qu'il y a. Nous ne connaissons pas les méandres de sa vie. Si le dossier évolue dans le sens de ce que certains veulent,
le présenter pour la canonisation, nous on est ouvert. Mais il y a quand même ce dossier-là qu'on peut appeler une tache noire. Je crois que c'est à cela que sert aussi l'étude de la cause de béatification. Il s'est passé quelque chose. Nous le savons avec la mort du Premier ministre Lumumba. À Kinshasa, la réaction du cardinal a eu des échos dans la classe politique. Martin Fayulu soutient le cardinal Ambongo, déclarant qu'il est essentiel de clarifier les responsabilités du roi Baudouin dans l'assassinat de notre héros national Patrice Emery Lumumba avant d'envisager sa béatification. L'Église catholique doit aussi réfléchir aux conséquences des actes de son ancêtre Léopold II sur notre pays. Fin de citation. En 1960, lorsque le Congo accède à l'indépendance, le roi Baudouin loue l'œuvre civilisatrice de son lointain prédécesseur Léopold II. Moins d'une année après, Patrice Emery Lumumba était assassiné dans les circonstances troubles où la Belgique est souvent accusée. Retournons à Kinshasa pour parler diplomatie. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a reçu le représentant du PNUD en RDC. Cette rencontre met en lumière les relations entre le gouvernement congolais et les organismes internationaux. Suivez. Il était question de faire le point sur la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et des organismes du système des Nations Unies basés en RDC et le PNUD. C'est aussi l'occasion pour le numéro 1 du PNUD de s'imprégner de la feuille de route de la chef de la diplomatie congolaise concernant notamment les axes prioritaires de collaboration entre les deux entités. Nous avons profité de cette occasion pour parler pour mieux comprendre sa vision à la tête de ce ministère, et elle nous a articulé les priorités sur lesquelles elle souhaite qu'on collabore. Il y a notamment la question de la digitalisation des processus de travail, c'est-à-dire la création d'une administration 3.0 qui est adaptée à notre temps, à l'ère des nouvelles technologies. Nous avons également échangé sur les questions de promotion des Congolais dans les organisations internationales. Il y a plusieurs modalités pour le faire, à travers les Nations Unies et bien d'autres entités. Nous avons aussi échangé sur la politique extérieure de la RDC, notamment comment utiliser un institut panafricain de relations internationales pour que la RDC serve un peu comme hub de la diplomatie régionale. Le programme des Nations Unies pour le développement œuvre en RDC avec 30 partenaires qui comprennent des organismes gouvernementaux et des organisations de la société civile. En tant qu'agence principale des Nations Unies pour le développement, le PNUD joue un rôle essentiel en accompagnant les 170 pays et territoires dans lesquels il est présent dans la réalisation des objectifs de développement durable. Un autre élément de l'actualité qui fait débat, la rémunération de 513 députés nationaux au lieu de 500. Damani Mujinga nous éclaire sur les sources de ces données et leurs réactions au sein de l'Assemblée nationale. L'un des sujets qui a récemment fait la une de l'actualité est la révélation du CREFDEL concernant la rémunération des députés. Dans le projet de loi de finances pour 2025, il est indiqué que 513 députés sont rémunérés alors que la loi ne reconnaît que 500 députés. La preuve que vous demandez, la preuve c'est le projet de loi de finances 2025. C'est l'unique document qui fait foi aujourd'hui et ce document est d'ailleurs déposé par le gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. Afin de donner du crédit à cette révélation, Valérie Madianga, coordinateur du CREFDEL, souligne que son organisation a déjà publié plusieurs rapports sur l'utilisation des fonds par les deux chambres du Parlement. Nous sommes en train de faire le monitoring de l'exécution des budgets par les institutions de la République. Nous avons déjà fait plusieurs publications, notamment la publication du mois de mai sur l'utilisation des fonds par les deux chambres du Parlement. Ce n'est pas nouveau. Valérie Madianga a également indiqué que son équipe prévoit de transmettre leur rapport au bureau des deux chambres du Parlement dans le but de les inciter à éliminer les 13 députés supplémentaires. Les prochaines étapes, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est la sensibilisation. Nous allons adresser alors
ce rapport au bureau des 2 chambres du Parlement, et parce que ces rapports sont assortis des recommandations que nous estimons qu'elles seront prises en compte par les 2 chambres du Parlement, parce que pour l'instant, le projet de loi de finances n'est qu'un projet. En réaction, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a précisé que la loi stipule que seuls 500 députés nationaux sont rémunérés. Les 13 autres le sont en tant qu'anciens chefs de corps du Parlement, conformément à la loi sur le statut des anciens présidents de la République élus. Dans un registre plus local, la chaleur intense s'installe à Kinshasa, provoquant de préoccupations sanitaires. Nous vous proposons d'écouter les conseils d'un dermatologue sur les meilleures pratiques pour protéger votre peau. À Kinshasa, octobre 2024 se révèle exceptionnellement chaud, contrastant avec le mois précédent, généralement marqué par une abondance de pluie, tout comme avril. Dès 6 heures du matin, les soleils déploient ses rayons ardents, faisant grimper la température au-delà de 35 degrés Celsius dans l'après-midi. Cette chaleur accablante s'intensifie à travers toute la capitale, rendant la nuit oppressante et l'aération difficile. Sous cette lumière implacable, la peau souffre. Le docteur Lisa Mujinga, dermatologue, recommande plusieurs gestes essentiels pour préserver l'épiderme durant cette période de canicule. En ce qui concerne la chaleur elle-même, elle nous pousse à produire beaucoup de sueur à la base de la transpiration, une transpiration abondante. Et si cette transpiration n'est pas bien gérée, c'est-à-dire la sueur ne s'évaporise pas, on peut avoir des bourbouilles, de coups de soleil pour ceux qui sont clairs. On peut également faire une déshydratation. Pour des personnes ayant utilisé de produits dépigmentants, on peut également avoir de rougeurs, de coups de soleil qui peuvent se compliquer. Quels produits sont donc appropriés pour protéger efficacement la peau des rayons soleil? Il faut utiliser des produits avec protection solaire, surtout pour les zones les zones exposées au soleil. Donc, il faut de préférence utiliser des produits avec écran solaire, comme on les appelle. Alors, il faut éviter à utiliser des produits genre de crème, de baume pendant cette chaleur, à cause de ce que nous venons de parler si haut. Ça peut entraîner des bourbouilles et éviter surtout, là je vais vraiment marteler sur les dames et autres personnes qui utilisent des produits dépigmentants. Il est également impératif de s'hydrater correctement pour éviter la déshydratation, un conseil qui devient d'autant plus crucial en ces temps de forte chaleur. Il faut se laver régulièrement. Je vais même demander pour ceux qui ont de la piscine ou ceux qui ont le moyen de passer tout le temps à la piscine. Ils peuvent en tout cas le faire pendant cette période pour maintenir cette hydratation de la peau et boire beaucoup d'eau, en tout cas boire beaucoup d'eau pour éviter également cette déshydratation. Quant au mois à venir, la Mételsat a prévu d'importantes précipitations pour octobre, novembre et décembre en raison de cette période de chaleur extrême. Ces phénomènes s'inscrivent dans le contexte plus large du réchauffement climatique, particulièrement perceptible dans la ville où de nombreuses zones vertes sont en cours de destruction pour des activités anthropiques. Du côté du sport, la Confédération africaine de football affiche de bons résultats financiers, annonçant des investissements croissants pour le développement du football, voyant de plus près cette dynamique positive. La subvention annuelle de la Confédération africaine de football aux unions zonales a été augmentée de 450 000 à 750 000 $ à la clôture de sa réunion du 19 au 20 octobre au Caire en Égypte avec les unions zonales et les fédérations membres. Cette augmentation de la subvention annuelle a aussi concerné les associations membres passant de 250 000 à 400 000, d'où la reconnaissance de ces entités de football zonal et les associations membres à l'instance
faîtière continentale. Le président de la CAF, Dr Moussepe, a souligné l'importance des unions zonales et des associations membres dans la promotion de la croissance et du développement du football en Afrique, tout en mettant en avant la nécessité de continuer à engager les gouvernements et les secteurs privés en tant que partenaires. C'est sur ces entrefaits que le président de l'UNIFAC a remercié le président de la CAF pour son accompagnement. Enfin, au cours des dernières années, la CAF s'est concentrée sur un certain nombre de domaines que sont le partenariat entre associations membres, le gouvernement et les secteurs privés, la meilleure gouvernance et responsabilité, la construction de structures durables, l'introduction de l'Académie VAR et la création de plus de capacités grâce à l'éducation et à l'apprentissage. Mais l'on peut oublier le programme de leadership exécutif de la CAF lancé en collaboration avec l'Université de Cape Town, considéré comme la première étape vers la création de liens formels avec d'autres universités en Afrique, ajoutant que ces programmes a aussi visé l'investissement dans le football scolaire. Restons dans l'univers du sport avec la préparation de la 26e édition de la CAN Senior Dames. Les comités d'organisation a tenu une réunion cruciale pour peaufiner les derniers détails de cet événement attendu. Suivez. Le préparatif de l'organisation de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames en RDC vont bon train et ce, sans désemparer. C'est mardi 22 octobre, les membres du comité d'organisation ont fait une évaluation sur l'évolution de préparatifs de la phase finale de la CAN de handball dames qu'organisera la RDC du 27 novembre au 7 décembre 2024 dans la capitale Kinshasa. Pendant une heure, le COCAN a examiné quelques points essentiels liés à l'organisation, notamment la problématique de l'octroi de visa. Il a été convenu que ces dossiers sera soumis au ministère des Sports et Loisirs qui va les soumettre à son tour à ses collègues des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour plus de facilité d'octroi des visas. Il en sera de même pour les accréditations qui seront minutieusement étudiées. L'autre sujet abordé concernait l'heure de jeu qui doit revêtir un tapis adapté à cette compétition. À ce jour, 50% de frais ont été déjà payés par l'International Handball Federation et les 50 autres restants doivent en principe être payés par le gouvernement congolais. Sur le plan de la santé, toutes les garanties ont été données par les docteurs René Nguiébé Moubiala, puis que des mesures ont été prises pour la protection des uns et des autres. La sécurité des personnes et de leurs biens ayant été abordée au cours de cette réunion d'évaluation, le comité d'organisation n'a rien laissé de côté. Bien, comme vous le savez, généralement dans ce genre de manifestation où on regroupe pas mal de monde, on s'inquiète assez souvent sur la sécurité et la santé des personnes à venir. Et là, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec la commission médicale de la KHB. En tout cas, comme le docteur vous l'a dit, vous avez en face de vous des experts. Vous avez vu l'organisation déjà des Jeux de la francophonie. Au pays, ça a été une réussite totale. Et au niveau de la commission médicale, en tout cas, il y a un travail qui se fait. On est confiant. La réunion vient de se dérouler. Et au regard de la matière retenue comme ordre du jour, les points ont été disséqués, un après l'autre, et l'état des lieux est vraiment rassurant. Le même exercice est programmé dans une semaine. Se sont convenus les participants à cette réunion d'évaluation. Question de suivre de près l'évolution de travaux au fur et à mesure que l'on s'approche du coup d'envoi de cette fête africaine féminine de la balle aux 7 mètres. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Je le dis au sommaire, en matière économique, un rapport du FMI révèle que l'Afrique subsaharienne détient 30% de réserves mondiales de minéraux critiques. Cette richesse suscite des convoitises internationales et soulève des enjeux géostratégiques majeurs.
Début octobre 2024, la compagnie américaine Lifezone Metal a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec JOGMED sur les projets de Nickel-Kabang. En Tanzanie. Selon les termes convenus avec cette agence gouvernementale japonaise, dès 2026, la production de nickel de qualité batterie de la mine Kabang, notamment destinée au marché américain, pourra aussi alimenter les marchés croissants des batteries au Japon, garantissant ainsi une chaîne de valeur des métaux durables et traçables. Cet accord est le dernier signal en date des pions avancés progressivement par le Japon sur l'échiquier de minéraux critiques africains. Ces dernières années, le Japon a considérablement élargi sa présence en Afrique au-delà de Madagascar grâce à des partenariats avec des entreprises minières présentes sur les continents. Les investissements croissants du Japon dans les minéraux rares en Afrique sont justifiés par un double objectif: sécuriser l'accès à ces minéraux en diversifiant ses sources d'approvisionnement. Enfin, explorons les tendances qui façonnent les commerces en Afrique. L'essor de l'économie mobile et l'adoption de nouvelles technologies promettent de redéfinir le paysage commercial dans les années à venir. Suivez. La taille du marché africain du commerce électronique devrait passer de 55 en 2024 à 112,73 milliards de dollars en 2029, enregistrant ainsi une croissance de 105% sur une période de 5 ans. Le revenu moyen par utilisateur client de l'ensemble des acteurs du secteur opérant en Afrique devrait atteindre 390,58 dollars par cyberacheteur en 2027 contre 362,10 dollars en 2024 avant de reculer à 367,55 dollars en 2029. Cette baisse découlera de plusieurs facteurs, dont la modération du marché après le pic observé durant la Covid-19, la dévaluation des monnaies dans plusieurs pays africains, le faible revenu par habitant et l'aiguisement de la concurrence. L'arrivée du géant américain Amazon sur le marché sud-africain permettra d'approfondir l'adoption du commerce en ligne en offrant aux clients les prix les plus bas possibles. Le nombre d'utilisateurs du commerce électronique devrait s'établir à 518 millions en 2025. Des marchés clés tels que le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte seront les principaux moteurs de la croissance du secteur, avec des startups locales très agiles et l'arrivée des puissants acteurs internationaux. Les principaux facteurs qui contribuent à l'essor du secteur du e-commerce sur le continent sont la croissance démographique élevée, la forte proportion des jeunes de la population générale et l'urbanisation croissante. Signalons par ailleurs que l'adoption en août dernier du protocole de la zone de libre-échange continentale africaine sur le commerce électronique ouvrira des nouvelles voies de croissance pour les acteurs du secteur en harmonisant les cadres réglementaires du commerce électronique et en créant un marché unique et unifié pour les biens et services numériques. Madame, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre Chopo, la population attend des Fachi des réalisations concrètes. Au-delà de l'inauguration de l'aéroport de Bangoka, le Boyomé veulent également voir réhabiliter la centrale hydroélectrique de la Chopo. Aussi, renchérir la référence plus, le Boyomé continue d'attendre le début de la construction du barrage hydroélectrique de Babiba dans les territoires de Bafasende. En ce qui concerne les infrastructures routières, le travaux de la route nationale numéro 4, déjà inaugurée, tarde à commencer malgré la construction de la base vie et quelques travaux préliminaires. À cela s'ajoute l'insécurité qui est devenue préoccupante. C'est aussi l'occasion de penser à réhabiliter la route Kisangani-Yangambi-Isangi, ne serait-ce qu'en mémoire de son père Etienne Tshisekedi Wamulumba. La population de Kisangani, après de nombreuses noyades survenues lors des traversées du fleuve Congo, attend toujours la concrétisation de la promesse du président Félix Tshisekedi de construire un pont reliant les deux rives de ces majestueux fleuves.
Dans un autre registre, la prospérité s'intéresse au projet de loi des finances 2025. À propos des crédits alloués à l'Assemblée nationale, le CREFDEL, écrit-elle, est indexé pour son analyse technique déformée. Ne sait-il pas que le projet de loi financière 2025 est une initiative gouvernementale qui n'est pas encore examinée par l'Assemblée nationale? Celle-ci demandera des explications au gouvernement lors de l'examen du projet. Si oui, comment une structure qui se veut citoyenne comme le CREFDEL peut-elle tomber aussi bas en affirmant que l'Assemblée nationale est responsable de l'inscription des paiements pour 513 députés au lieu de 500? Cette analyse risque de discréditer tous ces précédents contrôles menés au sein des institutions publiques. EcoNews aborde de son côté la guerre à l'est de la RDC. Les rebelles du M23 ont lancé une nouvelle offensive vers la zone minière de Walikale, riche en coltan et en étain, dans la province du Nord Kivu. Sur le terrain, la situation reste confuse. L'Alliance Fleuve Congo et ses alliés du M23 revendiquent la conquête de cette zone, tandis que des sources locales précisent que la localité de Kalembe, dans les territoires de Walikale, serait à nouveau sous contrôle de l'armée congolaise. Luanda poursuit le même journal désigné comme médiateur dans le processus de paix des Grands Lacs, exprime sa déception face à la reprise des combats à Kalembe, une escalade qui met gravement en péril les efforts déployés pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. La question environnementale intéresse Géopolis Hebdo qui parle de la transformation des parcelles en mines de diamants à Mbujimayi. Après une constatation effectuée le 19 octobre, le vice-gouverneur Augustin Kaimbe Moulemena a exprimé sa consternation d'apprendre que cette exploitation a déjà causé la mort de 10 personnes. Sa visite surprise au ravin Moulamba Wampoyi a révélé l'ampleur de la menace. Terminons cette revue de presse avec Info 27 qui s'intéresse au sommet des BRICS. Sur fond des guerres en Ukraine, le tabloïd écrit que Poutine s'affiche entouré d'alliés. La Russie réunit une vingtaine de dirigeants invités par Vladimir Poutine. Ces rassemblements, organisés malgré les sanctions et tentatives d'isolement imposées par l'Occident depuis l'invasion de l'Ukraine, se veut une alternative diplomatique et économique au bloc occidental. À cette occasion, le président russe a rencontré son homologue chinois Xi Jinping ainsi que le premier ministre indien Narendra Modi. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal l'actuelle constitution n'est pas bonne, déclaration du président Félix Tshisekedi lors d'un meeting ce mercredi à Kisangani. Une commission nationale interdisciplinaire sera mise en place l'année prochaine pour modifier l'actuelle constitution. Vous avez suivi également débat autour de la rémunération de 513 députés nationaux au lieu de 500. Quelles sont les sources de ces données, aussi les réactions au sein de l'Assemblée nationale. Et puis en international, pour finir, selon un rapport du FMI publié en avril 2024, l'Afrique subsaharienne héberge 30% de réserves mondiales connues de minéraux critiques, faisant ainsi du continent africain un terrain de lutte géostratégique. Voilà, c'est tout pour ce soir, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.